Très bien. Très bien, très bien. Donc, je crois que je suis en live. Je crois que c'est parti. Voilà. Donc, Voilà. bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Alors, j'attends que des personnes se connectent. Donc, je peux déjà commencer à me présenter. Est-ce que vous m'entendez bien déjà sur le live? Alors, c'est le premier live que je fais. Donc est-ce qu'on m'entend bien? Alors, bonsoir. Oui, merci Présence africaine. Merci Présence africaine d'organiser ce live ce 21 février 2021. Un live que je vais animer. Donc, je m'appelle Hamza Boukari Yabara. Je suis l'auteur du livre que vous voyez sur Walter Rodney, publié aux éditions Présence africaine. Donc, on est quelque part à la maison. Et voilà, donc j'attends encore quelques instants. Voilà, je remercie le camarade guadeloupéen qui m'a donné asile pour faire ce live. Et en principe, il y a un endroit, un onglet, je crois, où vous pouvez poser vos questions pour plus tard. Mais sinon, je regarderai ce qui défile entre-temps. Voilà. Alors, merci, merci, merci. Alors, pour commencer, donc, je suis donc historien, natif du Bénin et de la Martinique, et je fais une thèse en histoire qui fait partie, on va dire, d'un long parcours personnel qui a débuté en 2005. C'est l'année où j'ai, on va dire, découvert Walter Rodney, qui est l'objet du livre que je présente ce soir, qui est donc un historien originaire de la Guyana. Donc pour le moment, je ne dévoile rien de particulier, je suis vraiment dans l'introduction. Et donc de 2007 à 2010, j'ai fait une thèse de doctorat après avoir fait un master en sciences sociales, où je m'étais intéressé à la question de la religion et de la guérison en lien avec les religions afro-américaines, notamment le Rastafari. Et donc dans ce cadre-là, j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre, beaucoup de temps à Londres notamment, mais pas que. Et à Londres, en fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de Jamaïcains, beaucoup de Caribéens, qui m'ont parlé d'un livre très important que je montre ici, qui est Groundings with My Brothers, qui est considéré comme la Bible du Rastafari. Groundings with My Brothers. Donc là, vous avez la couverture du livre, où vous avez le portrait de Walter Rodney, Kwame Nkrumah, Malcolm X, dont on célèbre aujourd'hui la disparition. Et en lisant ce petit ouvrage, j'ai été amené en fait à découvrir la figure de Walter Rodney et à comprendre que c'était un personnage sur lequel il fallait vraiment travailler. Et dans ce contexte-là, j'ai décidé de faire d'abord un premier travail de master qui a été consacré aux questions, on va dire, de conscience historique autour du mouvement Rastafari. Et par la suite, j'ai décidé de faire donc une thèse en histoire des civilisations de l'Afrique, ce qui est en soi un choix politique, puisque Walter Rodney, c'est un historien qui vient d'Amérique du Sud. Il vient d'un petit pays qu'on appelle la Guyana, qui est à peine plus peuplé que peut-être le plus peuplé des arrondissements parisiens. C'est un pays qui a pas plus de 600, 700 000 habitants et qui est, on va dire, sur le plateau des Guyanes. Donc vous avez la Guyane française, vous avez le Suriname et vous avez la Guyana qui est mitoyenne au Venezuela et au Brésil. Et, euh, et donc en 2005, j'avais déjà commencé, on va dire, à faire un travail de déblayage dans le cadre de mon travail de master et j'avais aussi constaté que 2005 correspondait à l'année où les archives privées de Walter Rodney ont été ouvertes. Et donc de 2005 à 2010, j'ai fait en fait un travail qui est à la fois un travail de collecte d'archives, de dépouillement d'archives et en même temps d'enquête et d'entretien. Je fais un master en sciences sociales des religions.
à l'EHESS. Et ma thèse également à l'EHESS avec Ilikham Boukoulou. Et donc, de 2005 à 2010, ben, j'ai énormément voyagé. J'ai en fait été sur tous les endroits où Walter Rodney avait vécu. Donc en Guyana, où il est né, en Jamaïque, où il a fait une partie de ses études. Donc il est né en 42. 1960, il part en Jamaïque. Il fait des études d'histoire en Jamaïque. Il se familiarise avec les Rastafari. Il se familiarise également avec la révolution cubaine. Et il est dans les débats sur les indépendances africaines. Et en 63, il décide de partir à Londres pour faire en fait une thèse à la School of Oriental and African Studies. Alors, il n'est pas parti à Londres uniquement pour faire des études. Il est aussi parti à Londres parce que celle qui va devenir son épouse, qui s'appelle Patricia Rodney, était partie étudier également en Angleterre. Elle a fait des études pour être notamment infirmière. Et donc, Walter va la suivre, va l'accompagner. Et pendant 3 ans, il va étudier sur l'histoire de la traite dans la côte supérieure de Guinée. Et en 1966, il va donc sortir une thèse dont la version publiée est ici présente avec tous les post-it qui l'ont aidé à l'étudier, qui revient donc sur l'histoire donc de l'esclavage de 1545 à 1800 au niveau de la côte de Guinée. Alors c'est un travail de recherche qui l'a amené à aller dans les archives à Rome, à Lisbonne et à Séville, donc notamment les archives qui sont liées au Vatican, à la Compagnie de Jésus et donc au colonialisme et à la traite portugaise et italienne et espagnole dont on parle très peu. Dans le même temps, il va aussi travailler sur la présence africaine en Amérique latine. Et au cours de ses voyages, donc au Portugal, en Espagne, en Italie, il découvre également la question du colonialisme portugais. Et donc, il va être très influencé par la figure d'Amilcar Cabral, qui est donc le grand leader révolutionnaire bissau-guinéen. Et il va développer un peu ce concept d'intellectuel organique, qui est un peu l'axe qui a été au cœur de l'écriture de ce bouquin. En faisant mes recherches, j'ai été amené à travailler sur des milieux militants, sur des sociologies militantes et sur des pratiques militantes de l'époque. En même temps qu'il était donc à Londres, qu'il était dans une université plutôt élitiste, avec des historiens qui avaient une vision de l'Afrique plutôt bourgeoise, il va suivre des cours alternatifs. Donc cette notion de cours alternatif est toujours très importante, avec C.L.R. James, qui est un marxiste autodidacte, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de PhD, et qui va le former aux questions liées notamment au marxisme. C'est très important parce que Walter Rodney est un historien de gauche, comme on dit, mais de gauche révolutionnaire. C'est vraiment quelqu'un qui a une vision de la lutte des classes très pertinente, très intéressante et très tranchante. Et donc, il fait un peu son éducation de manière alternative avec C.L.R. James. Et en même temps, tous les dimanches, il va à Hyde Park Corner. Donc, Hyde Park, c'est le speaking corner. C'est là où Marcus Garvey a notamment passé beaucoup de temps à haranguer la foule. Et donc, il participe à ces débats sur la place publique dans ce grand parc de Londres. Et donc, il se forme également à la rhétorique, il se forme également au débat. Et en se formant au débat, il développe, on va dire, une méthodologie extrêmement intéressante qu'il utilisera un peu plus tard, à partir de 1966, fin 66, quand il décide non pas de retourner dans la Caraïbe pour être prof dans une université, mais d'aller en Afrique. Alors 66, c'est une année importante parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a le coup d'État qui renverse Kwame Nkrumah en février 66, et donc Rodney soutient sa thèse en juillet. Donc ça ne l'intéressait plus tellement d'aller au Ghana parce que entre-temps, donc il y a eu un renversement du régime panafricaniste de Nkrumah. On sait qu'il avait écrit pour aller au Sénégal parce que notamment s'il trouvait cher Anta Diop. Et bien évidemment, Senghor a mis un veto à la possibilité que Rodney vienne enseigner à l'université de Dakar. Donc c'est très important de voir qu'on a un personnage qui est anglophone au départ et qui est tout à fait capable d'aller en fait dans un espace non anglophone. Il tente également éventuellement le Nigeria, l'université d'Ibadan, sauf que le Nigeria tombe dans un cycle de coup d'État qui donnera lieu à la guerre du Biafra.
Et donc, il va se tourner vers un espace qui est assez peu connecté, on va dire, à l'espace atlantique, qui est la Tanzanie de Julius Nyerere. Et donc, en lien avec un historien qui s'appelle Terence Ranger, il va intégrer l'université de Dar es Salaam en 1967. Donc, il part avec son épouse, qu'il a épousée, donc Patricia Rodney, et son fils Chaka, donc comme Chaka Zulu. Donc, il a donné à ses 3 enfants des noms africains, Chaka, Acha et Kanini. Et donc, il part avec Chaka et son épouse à Dar es Salaam. Et de 67 à début 68, il va enseigner à l'université de Dar es Salaam. Très important, il a introduit les premiers cours d'histoire de la diaspora africaine dans une université africaine. Ce qui est très important, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de Rodney, on va voir des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Caribéens de manière générale et des Afro-Américains qui vont postuler pour venir étudier dans une université africaine, qui est l'université de Dar es Salaam, pour apprendre leur histoire en tant qu'afro-descendants. Et donc, en même temps qu'on fait le Back to Africa physique, eh bien, on arrive dans un contexte qui nous permet de comprendre pourquoi on a été à un moment déporté du continent africain. Puisque la spécialité de départ de Rodney, c'est précisément l'étude de la traite et de l'esclavage. 68, début 68, il a un poste qui lui est ouvert à l'université des West Indies en Jamaïque, donc il revient en Jamaïque avec un peu plus d'expérience et il est déterminé tout simplement à enseigner l'histoire de l'Afrique aux jeunes Jamaïcains, mais également introduire les thèses qui sont liées au mouvement Black Power. Donc il est notamment assez proche à cette époque de Malcolm X. En tout cas, il est dans la lignée de Malcolm X, dans la lignée de Fanon, il est vraiment dans toute cette dynamique, on va dire, radicale et surtout grassroots. Je pense que ce terme-là de grassroots, il est beaucoup plus important que le terme, entre guillemets, de radical. Grassroots, ça veut dire vraiment qu'on s'appuie sur le savoir qui est enraciné à la base, et c'est exactement ce que Rodney va faire, puisque en même temps qu'il enseigne à l'université des West Indies, qui est un peu éloignée du centre-ville, eh bien, il donne des cours dans le ghetto, pour notamment les déshérités, et il va lui-même se former auprès des Rastafari. Et donc il part du constat que ce n'est pas parce qu'on a un diplôme, ce n'est pas parce qu'on a ce n'est pas parce qu'on est un intellectuel qu'on est nécessairement, je dirais, mieux formé ou plus formé que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Et donc il commence à être un personnage assez dérangeant vis-à-vis de l'élite jamaïcaine, en montrant que lui, avec toute l'excellence qu'il a, est tout à fait capable d'être avec le peuple, et en même temps pour les services de renseignement qui s'inquiètent des liens de Rodney avec Cuba, avec les Noirs américains, avec l'URSS, etc. Et donc en octobre 68, il part à Montréal pour une conférence qu'il donne avec Stokely Carmichael et C.L.R. James, dont on retrouve notamment l'un des extraits dans le livre donc Groundings with My Brothers, conférence dans laquelle il revient donc sur le rôle révolutionnaire de l'histoire africaine. Il explique en quoi l'histoire de l'Afrique est une arme révolutionnaire. Et donc pendant qu'il est au Canada, son permis de travail et son permis de séjour lui est retiré. Et donc lorsqu'il revient à Kingston, on lui interdit de débarquer et ça va déclencher donc le lendemain les plus grandes émeutes de l'histoire de la Caraïbe. Donc Walter Rodney est à l'origine des plus grandes émeutes de l'histoire de la Caraïbe. Et c'est un personnage qui est totalement inconnu dans la Caraïbe, notamment particulièrement francophone. Donc ça montre bien qu'à l'époque où justement on parlait du Gong, on parlait de l'OJAM, on parlait de tous ces mouvements indépendantistes et nationalistes en Martinique, en Guadeloupe et à la Guyane, eh bien il y avait aussi toute cette effervescence, ce mai 68 de la Caraïbe, qui est ici l'octobre 68, autour des Rodney Riots, donc les émeutes Rodney. Donc Rodney repart à Montréal, puis ensuite il part à Cuba où il perd un manuscrit que j'ai essayé à un moment de retrouver, et ensuite il part en Angleterre, et en Angleterre il donne le manuscrit des conférences qu'il donnait au Rasta à des personnes qui vont les collecter et qui vont publier Groundings with My Brothers pour une maison d'édition qui va s'appeler Bogle l'Ouverture Publication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rodney est à l'origine de la première maison d'édition afro-caribéenne totalement indépendante de Londres, puisque cette maison d'édition a été créée à partir d'une collecte qui a été faite dans toute la communauté africaine et afro-caribéenne de Londres avec du porte-à-porte. Et donc après 69, donc, il revient donc à Londres brièvement, il revient à Londres pour repartir en Tanzanie
où il va enseigner et travailler de 69 à 74. Il repart en Tanzanie dans un contexte très particulier où Julius Nyerere a bien évidemment entendu ce qui s'est passé à Kingston et déclare publiquement, en s'adressant aux Jamaïcains, si vous, les Jamaïcains, vous ne voulez pas de Walter Rodney, eh bien sachez que Walter Rodney est un fils de l'Afrique et qu'il a une place en Afrique. Et donc Nyerere va faire revenir Rodney en Tanzanie, et de 69 à 74, Rodney va enseigner à l'université de Dar es Salaam. Alors, il va enseigner beaucoup de cours très intéressants, donc toujours des cours sur l'histoire de la diaspora africaine, des cours sur l'histoire des révolutions, dont notamment une version sera publiée dans le cadre de ce book, de ce livre, The Russian Revolution, donc qui est en fait une mise à jour des notes qu'il a faites sur l'histoire des révolutions. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a étudié la question de la révolution, la question de la prise du pouvoir, la question de la lutte des classes. Et il a également donné des cours sur l'économie politique internationale, parce qu'en tant qu'historien, il estimait qu'il fallait sortir des divisions qui faisaient que les historiens s'intéressent au passé, que quand on pense aux historiens, on pense uniquement aux momies, aux parchemins, aux trucs qui sont un peu vieux, mais que au contraire, l'histoire est une discipline qui est fondamentalement dans le temps présent et qu'il n'est pas normal de laisser l'analyse du temps présent aux économistes et aux politologues, mais que les historiens doivent être capables également d'analyser l'économie politique, l'anthropologie et un certain nombre de thématiques, dont la thématique du développement. C'est très important parce que dans le cadre de mes recherches, j'ai constaté que les lectures de Rodney, selon les lieux où il se trouve, sont très différentes. Selon les bibliothèques où on va, il est parfois classé dans les Black Studies, il est parfois dans les Caribbean Studies, il est parfois dans les études africaines, il est parfois dans l'anthropologie du développement, parfois dans l'économie politique, et parfois aussi dans l'histoire afro-américaine. Donc on a un personnage qui, je dirais, a d'une certaine manière brisé les lignes. Il les a tellement bien brisées que en 1972, il va publier un ouvrage dont voici ici la version française, version extrêmement rare. Ce livre n'existe dans aucune bibliothèque en France. Aucune bibliothèque en France ne possède ce livre. Et l'Europe se développa l'Afrique, la traduction, qui était publié donc, sous le titre How Europe Underdeveloped Africa. Ce livre est généralement considéré comme le livre le plus important de l'histoire du XXe siècle écrit par un Africain, en tout cas quelqu'un de la diaspora, ex aequo ou parfois devant ou parfois derrière Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, pour vous dire l'importance de cet ouvrage How Europe Underdeveloped Africa, qui est en fait donc une analyse économique et politique de ce qu'on appelle le sous-développement. Ce livre, il est très important parce qu'il a l'origine notamment du débat politique sur les réparations. Rodney s'inscrit dans la continuité de Eric Williams, qui avait écrit Capitalisme et esclavage, et de Cedar James, qui avait écrit les Black Jacobins, les Jacobins noirs. Et donc dans cet ouvrage, il explique vraiment comment le capitalisme s'est créé dans le contexte de la traite et de la colonisation, et comment ça a mis en place en fait tout un système de développement du sous-développement dont l'Afrique est, entre guillemets, le laboratoire. Et dans cet ouvrage-là, il aborde notamment la question des réparations en faisant un calcul sur l'impact démographique, économique et culturel qu'a eu la traite sur le continent africain. Donc ce sont des travaux qui vont ensuite ouvrir des travaux faits notamment par Louise-Marie Diop Maes, donc, qui était l'épouse de Cheikh Anta Diop, sur l'importance de travailler la démographie africaine. C'est également un ouvrage où il travaille sur la question de l'impérialisme culturel, ce qui explique pourquoi dans mon ouvrage, en travaillant dessus et en écrivant dessus, j'ai été amené aussi à m'intéresser à des figures comme Edouard Saïd, donc la question de l'orientalisme, et également Stuart Hall, donc la question notamment des études culturelles et cultural studies. Et dans cet ouvrage-là, donc Of Europe Underdeveloped Africa, c'est un ouvrage qui a été écrit en Afrique, publié pour la première fois en Afrique, donc les maisons d'édition tanzaniennes, et qui est un ouvrage militant, puisqu'il a été rapidement traduit en portugais et en espagnol, parce qu'à l'époque, Dar es Salaam était la capitale des mouvements de libération africains. Et donc Rodney était en contact avec tous ces gens-là. Il allait dans les camps de réfugiés pour faire des cours d'histoire politique, des cours d'économie politique. Il a écrit un certain nombre d'articles qui lui ont rapporté de l'argent.
et dont j'ai pu voir dans les archives que l'argent qu'il gagnait était utilisé pour acheter des Kalachnikov et des munitions. Donc c'est vraiment un intellectuel qui finançait la lutte armée dans le contexte des années 70 où on ne pouvait pas se contenter uniquement d'écrire des livres, de passer des doctorats, des PhD, etc. Il allait également dans les campagnes puisqu'il a également fait, il donnait également des cours sur les travailleurs et la paysannerie en Afrique de l'Est. En parallèle à tout cela, Rodney avance dans sa vie privée. Donc ses deux filles, Asha et Kanini, sont nées à Dar es Salaam. Donc elles portent des noms africains. Il a appris le Kiswahili, donc il a également écrit des articles en Kiswahili. Donc dans le travail que j'ai fait quand j'étais en Tanzanie, j'ai fait pas mal de travail de traduction Kiswahili anglais avec un petit dictionnaire sur des textes qui ne sont plus tellement disponibles. Et en même temps, il était très proche d'un certain nombre de diplomates, notamment cubains et vietnamiens, qui étaient présents à Dar es Salaam. Donc, il était aussi dans une vie sociale extrêmement intéressante. Et donc, une partie de mon travail de thèse et du travail de ce livre-là était aussi de reconstruire, on va dire, les réseaux de sociabilité, qui connaissait qui était en lien avec qui écrivait avec qui. Et ça permet aussi, on va dire, de réentrer Walter Rodney dans ce qui va s'appeler l'école de Dar es Salaam. L'école de Dar es Salaam, c'est une école d'historiographie qui va se développer tout au long des années 70 à Dar es Salaam et qui va faire de la Tanzanie ce qu'on appelle le hub révolutionnaire de toute l'Afrique, voire même de tous les pays du Sud. C'est-à-dire que tous les révolutionnaires de l'époque sont passés par Dar es Salaam. Que cela soit Che Guevara, que cela soit Ho Chi Minh, Abdulrahman Babou, etc. Et donc Rodney a d'une certaine manière cristallisé cette pensée politique révolutionnaire et il l'a matérialisé dans cet ouvrage Of Europe Underdeveloped Africa, qui était évidemment censuré et interdit dans la plupart des pays qui étaient encore soumis au joug du colonialisme. C'est un ouvrage qui est très important. D'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote. Une fois, je discutais avec un ami blanc qui est marié à une femme noire et qui me disait que le jour où il a demandé son épouse en mariage, le père de son épouse lui a dit « Tu n'épouseras jamais ma fille, tant que tu n'auras pas lu Walter Rodney, Of Europe Underdeveloped Africa ». Et donc cet ouvrage, il est vraiment essentiel. La traduction en anglais est assez disponible, la version originale en anglais est disponible, la traduction en français l'est beaucoup moins, elle est épuisée et la traduction est tardive, ne date que de 1986 avec les éditions caribéennes. Donc 74, une date très importante parce que Rodney devait participer au 6e congrès panafricain de Dar es Salaam. Et c'est un congrès qui est décisif dans l'histoire du panafricanisme. Walter Rodney est une figure centrale et majeure du panafricanisme. Je considère que vous ne pouvez pas parler du panafricanisme sérieusement si vous n'avez pas lu, si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas Walter Rodney. C'est pour ça qu'en fait, le livre que j'ai écrit, Africa Unite, est un peu, on va dire, un essai historique sur le panafricanisme, qui est un peu grand public, mais le livre sur Walter Rodney, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'advanced studies. C'est vraiment des études avancées, c'est vraiment pour, on va dire, ceux qui veulent se perfectionner, parce que c'est un ouvrage qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus dense que Africa Unite. Donc, si vous voulez, Africa Unite, c'est, on va dire, l'apéritif, et Walter Rodney, c'est le plat de résistance, ou le plat de consistance. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment riche et qui est donc en partie le résultat de cette thèse-là. Et donc, en 74, il doit participer à ce congrès panafricain. Il a prévu un texte dans lequel il cible un certain nombre de dirigeants qui ont totalement dévoyé et galvaudé le panafricanisme. Il parle de Duvalier, il parle de Astin Banda, il parle de Senghor, il parle de tous ces dirigeants-là qui se prétendent panafricanistes mais qui ne font que servir les intérêts de l'impérialisme. Et donc ce texte, donc vers le 6e congrès panafricain, les aspects de la lutte des classes internationalistes en Afrique, dans les Amériques et dans la Caraïbe, ne sera pas lu lors du congrès, tout simplement parce que Walter Rodney va tomber gravement malade quelques jours avant le congrès. Et donc, il va être évacué pour être soigné, pour recevoir des soins. Alors, il était prévu qu'il soit évacué à l'hôpital Walter Reed à Washington, D.C., sauf que les amis de Walter Rodney ont constaté que cet hôpital est l'hôpital où Franz Fanon était décédé.
Et donc, ils se sont dit, il est hors de question qu'on envoie Walter Rodney dans un hôpital où Fanon est décédé. Et donc, ils vont l'envoyer chez quelqu'un de proche, chez une connaissance qui était à Atlanta. Et donc, il va être soigné à Atlanta par des gens qui vont prendre soin de lui. Et par la suite, il va retourner en Guyana. Pour la petite anecdote, la veuve de Walter Rodney, Patricia, vit aujourd'hui à Atlanta. Elle a toujours expliqué que c'est le seul lieu où elle pourrait se sentir en sécurité. Parce que Walter Rodney, durant toute cette période, est un personnage traqué. C'est un personnage qui est une cible, on va dire, des régimes impérialistes, à une époque où les intellectuels sont très clairement visés, font l'objet de colis piégés. On peut citer le cas de Eduardo Mondlane, qui était le président du Frélimo, qui était un proche également de Walter Rodney, qui a été tué par un colis piégé reçu à Dar es Salaam. Et donc tous ces éléments-là font que Rodney, en 1974, après ce congrès panafricain auquel il n'a pu participer, où il a senti cette division entre la diaspora et le continent, mais aussi une division à l'intérieur même des militants de la diaspora, entre les militants cubains qui étaient des vrais révolutionnaires et la délégation afro-américaine qui était venue un peu faire la foire. Il a compris que les choses devaient être reconsidérées. Et donc, mi-74, il a obtenu un poste à l'université de Georgetown, Guyana, donc son pays d'origine, qui entre-temps est devenu indépendant, et il refuse la naturalisation que lui proposait Nyerere, donc il refuse de prendre la nationalité tanzanienne, en expliquant que il n'a pas à avoir de privilèges par rapport à d'autres. Et donc il repart en Guyana, et quand il arrive en Guyana, le président de la Guyana, Forbes Burnham, annule le recrutement de Walter Rodney, qui à l'époque était probablement l'intellectuel de la diaspora le plus compétent, le plus brillant, le plus recherché et le plus courtisé. Quand j'ai fait mes travaux dans les archives, j'ai vu énormément de lettres d'invitation, de propositions de postes, y compris dans les plus grandes universités. Mais Rodney est quelqu'un qui n'a jamais été acheté. Et donc, quand il arrive en Guyana et que on lui annonce que finalement son recrutement est annulé, l'idée du gouvernement, c'était de dire Rodney, c'est l'intellectuel noir le plus brillant de sa génération. Il n'y a pas de raison qu'il perde son temps en Guyana. Il va repartir, il va aller enseigner à Harvard, à Berkeley, à UCLA, etc. Sauf que Rodney, à la différence de beaucoup de ses camarades que j'ai également rencontrés dans le cadre de ses travaux, a décidé de rester. En disant que si lui, en tant que figure politique avec une certaine visibilité, part en exil et n'est pas capable de rester sur place, que doit-on penser de tous les inconnus, de tous les anonymes qui, eux, n'ont pas la possibilité de partir en exil et qui se battent contre le régime sur place? Et donc, il va rester en Guyana de 1974 jusqu'à son assassinat en 1980. Et dans ce contexte-là, il va décider de faire des cours devant chez lui, des cours sur les usines des travailleurs, enfin dans les usines des travailleurs, dans les champs, etc. Et pendant toute cette période de 74 à 80, il n'aura aucun poste fixe. Et donc, il sera ce qu'on appelle un intellectuel prolétaire, un historien prolétaire. C'est-à-dire qu'un historien qui vit, entre guillemets, de son savoir, mais qui, en même temps, il faut le dire, vit du fait que Patricia Rodney est une femme forte et va prendre en main une grande partie des affaires, notamment familiales. Et donc, Patricia Rodney est vraiment l'élément central qui lui permet de se stabiliser au niveau de la Guyana parce qu'elle va prendre en charge des éléments que Walter lui-même ne pouvait pas forcément prendre en charge. Durant toute cette période, il reçoit des invitations, donc il va régulièrement aussi donner des conférences en Afrique, aux États-Unis, dans la Caraïbe. Il participe également à la création d'un parti politique, le Working People's Alliance, qui est donc l'alliance des travailleurs. Et dans le cadre de ce parti politique, il développe vraiment un projet multiracial, anti-impérialiste et fondé sur, comment dire, la nécessité de connecter les travailleurs africains et les travailleurs indiens. Et Rodney devient une figure très visible politiquement. Il réunit autour de lui de plus en plus de monde et de personnes. Et à la fin des années 70, il
il va faire l'objet, on va dire, d'une traque policière et judiciaire. On va notamment l'accuser d'avoir mis les feux à un bâtiment public à partir de preuves totalement fallacieuses et controuvées. Et il est placé sous résidence surveillée, début des années 1980. Il est placé sous résidence surveillée quand arrive l'indépendance du Zimbabwe, de Robert Mugabe. Et quand le Zimbabwe devient indépendant, ce qui est vraiment le plus grand événement depuis très longtemps, l'indépendance du Zimbabwe, c'était quelque chose de grandiose. Bob Marley est parti à faire le concert du siècle. Eh bien, Rodney est entre guillemets sous les verrous, il ne peut pas sortir. Et le président du Guyana va à l'indépendance du Zimbabwe, mais il n'est pas très bien reçu. 2 mois plus tard, Rodney arrive à sortir clandestinement du Guyana, passe par le Suriname, passe par Amsterdam et arrive à Harare. Et il est reçu avec les honneurs d'un chef d'État par Robert Mugabe, qui lui propose notamment de prendre la direction de l'Université nationale du Zimbabwe, notamment le département d'histoire qu'il voulait créer pour cette université-là. Point très emblématique parce que Rodney est arrivé à Dar es Salaam par l'intermédiaire de Terence Ranger, qui est un historien britannique blanc, qui avait été expulsé de Rhodésie, donc l'ancien Zimbabwe, parce qu'il défendait des travaux qui expliquaient que les civilisations du Monopata, notamment, étaient des civilisations africaines. Et donc, il s'agissait vraiment d'arriver sur un terrain où on avait fait croire pendant des siècles, enfin, on avait fait croire depuis très longtemps que l'Afrique n'avait pas de civilisation, que tout ce qui était construit venait d'ailleurs, etc. Donc, il y avait vraiment un gros travail de décolonisation. Et donc, Mugabe estimait que Rodney était la personne idoine pour faire ce travail-là. Rodney était aussi en lien avec Nathan Chamuyarira, qui était le ministre des Affaires étrangères de Mugabe, qui était vraiment le vrai idéologue, on va dire, de cette révolution-là, qui est un ami proche de Rodney. Et donc Rodney va refuser l'invitation de Mugabe en disant « J'ai encore une lutte à mener dans mon pays, donc je rentre en Guyana ». Malheureusement, 2 semaines après son retour en Guyana, Rodney va être assassiné par des forces impérialistes dans un contexte bien précis. Donc, une partie de mon travail de thèse est aussi un travail d'enquête sur les circonstances de l'assassinat de Walter Rodney. Et donc, dans l'organisation de son parti politique, qui prenait vraiment de plus en plus d'importance, Rodney avait besoin d'outils de communication, notamment des talkie-walkie. Aujourd'hui, on a les téléphones portables, tous ces trucs-là, etc. Mais à l'époque, c'était des talkie-walkie. Et donc, le parti de Rodney va être infiltré par un ancien agent des services de défense guyanais qui va se présenter, on va dire, comme quelqu'un d'acquis à leur cause et qui, le soir du 13 juin 1980, va appeler Rodney et son frère en leur disant « Voilà, j'ai des talkie-walkie, il faudrait que tu viennes les tester ». Et donc Rodney et son frère prennent leur voiture, vont récupérer le paquet et vont, à la demande de celui qui a donné, on va dire, l'appareil du crime, l'arme du crime, vont se mettre derrière la prison sous prétexte de tester l'appareil pour voir s'il franchit les brouillages de la prison. Et donc, un peu avant 20 h, donc Walter Rodney allume le talkie-walkie, qui en fait était une bombe. Et donc la bombe éclate et le tue sur le coup. Il faut savoir que donc, son frère survit, et donc son frère part chercher de l'aide très rapidement. Et quand le frère de Rodney revient, le véhicule est déjà entouré par les forces de sécurité. Alors, il faut savoir que avant même que Rodney ne soit tué, on avait déjà préparé les tracts où on expliquait qu'on avait trouvé le corps d'une personne décapitée. Le problème, c'est que Rodney n'a pas été décapité. La bombe était sur ses genoux quand elle a explosé, donc il a été vraiment mutilé. Moi, j'ai vu les photos, tout ça, les éléments, c'est vraiment terrible. Mais il n'a pas été décapité. Et donc, ça montre bien que le crime est signé. Puisque quand on prévoit que ça va se passer de telle manière en pensant que le talkie-walkie l'aura comme ça et que ça va le décapiter, et que ça ne se passe pas de cette manière-là, ça montre bien qu'on est vraiment dans un assassinat. Donc dans la nuit du 13 au 14 juin, celui qui a donné l'arme du crime va être exfiltré. Où est-ce qu'il va être exfiltré, évidemment? En Guyane française, c'est-à-dire en France. Et donc la France refusera de collaborer pour qu'on arrive à découvrir les circonstances dans lesquelles Walter Rodney a été assassiné. Et donc forcément, quand je suis parti en Guyana, qui est, on va dire, la dernière étape de ce travail-là, j'ai fait ce travail aussi d'investigation, j'ai retravaillé sur les rapports d'autopsie, j'ai constaté effectivement que les autopsies avaient été faites par des
médecins qui avaient l'habitude de faire des faux certificats, on va dire des fausses autopsies vis-à-vis notamment comment dire, des autorités britanniques contre les autorités de l'armée républicaine irlandaise, qu'il y avait énormément de choses qui n'étaient pas claires dans cette affaire-là, et et bien évidemment, ben, il y a une partie qui était bloquée par le gouvernement français, puisqu'il y a eu des demandes pour faire extrader Gregory Smith, c'est comme ça qu'il s'appelle, ce monsieur, qui a fait le sale boulot pour Forbes Burnham et plus généralement pour les intérêts impérialistes américains, britanniques, français, israéliens et ouest-allemands, puisque ce sont les 5 pays qui, à l'époque, disposaient de la technologie qui a été utilisée pour assassiner Walter Rodney. Donc le crime est vraiment signé. En 93 ou 94, je ne sais plus exactement là, quand 92 ou 93, je ne sais plus, en tout cas quand Roland Dumas a quitté le Quai d'Orsay et qu'il a été remplacé, je crois, par Alain Juppé, il y avait cette demande toujours d'extradition qui était présente et il y a eu un veto. Il y a eu un veto, encore une fois, du Quai d'Orsay, du gouvernement français. Donc, quand moi, je suis parti en Guyana, on m'a fait comprendre que, en tant que personne, on va dire, entre guillemets, travaillant sur ce dossier-là, il fallait que je fasse très attention. Donc, j'ai eu pas mal de menaces, des menaces de mort, d'enlèvement, de raquettes, etc. Mais c'est des choses qui font partie, on va dire, de ce travail-là. Qu'on travaille sur ces questions-là, c'est pas extraordinaire. Et donc, une fois que j'ai pu collecter tous ces éléments-là et que j'ai pu également faire ce travail d'archives au niveau donc d'Atlanta, eh bien j'ai produit une thèse de 707 pages que j'ai donc soutenue à l'école des hautes études, donc en décembre 2010, et dont une partie donc a donné ce livre-là, donc Walter Rodney, un historien engagé. Alors c'est un livre qui est donc assez complexe à lire parce qu'effectivement il est extrait d'une thèse et dans la thèse je mettais en introduction, au prologue, on va dire l'enquête personnelle que j'ai menée sur une trentaine, quarantaine de pages. Là je l'ai mis plutôt à la fin et le livre en fait est divisé en 4 chapitres où j'alterne en fait le parcours biographique de Walter Rodney d'une part et en même temps les thématiques qu'il a été amené à étudier. Et ça permet, je dirais, d'avoir une mise en abîme, c'est-à-dire qu'on a Walter Rodney, le personnage, donc le militant politique et l'historien. On a les travaux sur lesquels Rodney a travaillé, donc il y a énormément de thématiques, énormément de sujets très intéressants et très passionnants, que j'ai un peu débroussaillé parce que je tombais sur l'époque où on ouvrait donc les archives privées, qui ont été données donc à l'université Clark à Atlanta, donc la bibliothèque Robert Woodruff, où j'ai passé pas mal de temps avec le soutien notamment du staff là-bas, où chaque année, autour du 23 mars, il y a un événement qui commémore donc la naissance de Walter Rodney, dans lequel on trouve notamment donc des militants. Par exemple, sur l'une des éditions, on avait Tommy Smith et John Carlos. Angela Davis était également présente sur l'une des éditions. Angela Davis qui avait rencontré Walter Rodney à Dar es Salaam. Et lors de ces moments commémoratifs à Atlanta, il y a aussi également donc des activités qui sont tournées vers la jeunesse. Parce que Walter Rodney a la particularité, en tant que très grand historien, très grande figure, très grand militant politique, d'avoir aussi écrit des livres pour enfants. Et ça aussi, c'est un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'il avait conscience que le travail devait être générationnel. Et donc, les livres qu'il a écrits ont fait viser à expliquer aux enfants de la Guyana les origines, on va dire, de chaque groupe ethnique en Guyana, qui est un pays très compliqué. Il y a des Portugais, parce qu'il y a des liens avec Madère, il y a des Hollandais, parce qu'on est dans le cadre notamment des liens avec le Suriname, il y a des Chinois, parce qu'il y a une immigration chinoise qui s'est faite également après l'abolition de l'esclavage, avec également des Indiens, et il y a bien évidemment des Africains. Et donc toutes ces communautés-là sont présentes, et donc Rodney voulait, à travers des histoires d'enfants, expliquer un peu les origines qui font qu'il y a toute cette diversité, cette particularité au niveau du paysage de la Guyana. Et donc, lors de ces événements commémoratifs liés donc à la naissance de Rodney, on évoque tous ces éléments-là. Et donc, moi, j'ai participé à 2 ou 3 de ces événements-là. J'ai également participé, par exemple, à Londres en 2010,
au service, donc qui commémorait les 30 ans de la disparition de Walter Rodney. Donc il y a chaque année en Angleterre, en Jamaïque, aux États-Unis, dans la Caraïbe, etc., des événements qui parlent de Walter Rodney. Mais bizarrement, dans l'espace francophone, rien du tout, nada. Alors, est-ce que c'est parce que la France est impliquée dans l'assassinat de Walter Rodney? C'est tout à fait possible, mais je pense que c'est plus du fait que les travaux de Walter Rodney, notamment How Europe Underdeveloped Africa, exposent le système impérialiste contre lequel nous nous battons encore aujourd'hui. Les travaux de Walter Rodney sont extrêmement importants pour comprendre justement cette problématique du sous-développement et la dimension, je dirais, colonialiste et raciste de ce sous-développement-là. Et donc tout ça est évoqué dans le livre. Donc vous avez 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est donc une introduction où je fais, on va dire, une contextualisation de Walter Rodney, à la fois dans le cadre géopolitique. Après, il y a quelques éléments d'analyse sur la question notamment des Black Studies, en tout cas dans quel cadre analyser un ouvrage comme celui de Rodney, puisque je m'inscrivais dans le cadre d'un travail de thèse qui vise à ouvrir, donc dans le contexte de la France ou de l'espace francophone, une réflexion autour de ce que Walter Rodney a pu produire. Donc un premier chapitre sur comment l'Afrique a perdu le pouvoir, qui est plus centré donc sur la formation d'historien de Rodney et sur le parallèle avec ses travaux sur l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite, l'histoire de la colonisation. Et cette notion de comment l'Afrique a perdu le pouvoir est importante parce que Rodney explique qu'on ne peut pas se libérer, on ne peut pas reprendre notre souveraineté si on n'est pas capable de comprendre comment nous l'avons perdu. Le deuxième chapitre, c'est comment les Afriques se sont libérées. Donc là, on est dans le contexte de la diaspora. Donc c'est la période, on va dire, que Rodney passe notamment en Jamaïque. Donc c'est toutes les connexions avec le Black Power. Donc comment les Afriques se sont libérées. Où il y a donc des éléments sur les connexions avec notamment Malcolm X. Le chapitre suivant, c'est un peu le retour à Dar es Salaam. Donc c'est pour une histoire socialiste de la révolution africaine. Là, donc, je reviens vraiment sur toutes les influences révolutionnaires de Walter Rodney et également sur son analyse de l'économie politique et de l'impérialisme économique et culturel. Et donc, cette partie, elle est notamment écrite à partir des sources non publiées de Walter Rodney. Et la dernière partie, donc, c'est pour une histoire prolétaire de la Caraïbe, où là, vraiment, je me concentre sur le vécu, l'engagement de Rodney au niveau de la Caraïbe. Alors, je me suis aussi appuyé sur quelques travaux qui existaient déjà, par exemple celui-ci, donc Revolutionary and Scholar Tribute. Donc vraiment, Rodney, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans cette dimension de l'intellectuel révolutionnaire. Donc ça, c'est un document qui avait été fait à l'université de Los Angeles en 82, sur le livre de Rupert Lewis, qui enseigne donc à l'université des West Indies. Donc la pensée politique de Walter Rodney, intellectuelle et politique de Walter Rodney, sur également un petit ouvrage qui est une reproduction, une retranscription des entretiens de Rodney lorsqu'il était passé à Atlanta en 75, dans ce qui s'appelait à l'époque l'Institute of Black World, l'Institut du monde noir. Et cet ouvrage-là, Walter Rodney Speaks, est un peu quelque part l'ouvrage le plus autobiographique de Rodney. Il a été publié 10 ans après son assassinat. Et il reprend en fait des questions d'entretien qui sont un peu reformatées, reformulées pour donner sens, on va dire, à son analyse politique et historique. J'ai été évidemment aussi amené à travailler sur les travaux de Arnold Gibbons, qui est un politologue, qui lui travaille aussi plus sur la Caraïbe, et sur évidemment l'influence de C.L.R. James, qui a été donc l'un des personnages les plus influents dans le parcours de Rodney, avec Julius Nyerere, avec Amilcar Cabral. Et donc, quand Rodney est assassiné, James est extrêmement touché et évoque la question tout simplement de la prise du pouvoir, en expliquant que Rodney, en tant qu'intellectuel, à la tête d'un tel mouvement politique, n'avait pas à aller tester un appareil avec des gens un peu recommandables, et qu'il lui aurait été plus pertinent en fait de confier cette tâche à un militant de base. Sauf que dans l'organisation de Rodney, il n'y a pas de hiérarchie.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader éminent, il n'y a pas de messie, il n'y a pas de gourou. Voilà, c'est vraiment un panafricanisme, on va dire, horizontal, qui n'a vraiment rien à voir avec les histoires de chefs, de leaders, etc. Et c'est dans ce panafricanisme-là, évidemment, que moi-même, je me reconnais. Donc les notions de leader éminent, de président de ceci, président de cela, c'est des choses qui n'ont pas de sens dans le panafricanisme de Walter Rodney. Mais en revanche, ça l'a amené à s'exposer et ça l'a amené à être, comment dire, éliminé dans un contexte très particulier. Alors, je vais peut-être regarder déjà s'il y a donc des questions. Alors, je ne sais pas où sont exactement les questions ici. Alors, je crois qu'il faut remonter le mur. Voilà, alors on aide un petit peu. Quelle est la thèse principale de Walter Rodney et quel impact sur nos vies? Alors, il y a plusieurs thèses principales. Dans How Europe Underdeveloped Africa, c'est tout simplement assez basique, c'est-à-dire qu'il montre comment la richesse et le capitalisme du monde occidental s'est construit sur la dépossession totale des populations africaines. Et qu'on parle de dépossession totale, ça inclut bien évidemment la terre, les êtres, mais également les âmes. Donc, c'est vraiment une dépossession totale. Et la fin de l'ouvrage, en fait, aborde notamment la question de l'éducation. C'est-à-dire que Rodney, c'est vraiment quelqu'un qui est pédagogue et il expliquait qu'il est très important de faire le bon diagnostic avant de proposer des solutions. Et qu'une fois que le diagnostic est bien établi, eh bien, il faut comment dire, mobiliser tout ce qui est nécessaire, on va dire, pour répondre à ces enjeux-là. Mais la thèse principale, c'est dans How Europe Underdeveloped Africa, savoir que tout simplement le développement de l'Occident est consubstantiel au sous-développement du continent africain et qu'il faut donc opérer une rupture. Et donc, dans les années 70, Rodney, en tant qu'historien, est aussi en connexion avec Samir Amin, qui travaille notamment du point de vue économique à Dakar sur la question de la nécessité de l'Afrique de se déconnecter de ce qu'un autre camarade de Rodney, Emmanuel Wallerstein, appelait le système monde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quelqu'un demandait tout à l'heure où est-ce qu'on peut trouver la thèse de Rodney. On ne peut pas vraiment la trouver. Moi, je les ai trouvés, mais c'est des ouvrages qui sont très compliqués à trouver. Alors, peut-être sur quelques sites de vente en ligne, mais à mon sens, c'est assez compliqué. Alors, je suis d'accord avec connaître nos histoires est important. La question est, demain, on fait quoi monétairement pour récupérer notre continent et l'éducation des enfants de là-bas? Ben, on écrit des ouvrages, on enseigne des thèses dans les universités, et puis surtout on participe au combat politique. C'est la particularité de Rodney, c'est-à-dire que c'est un historien, mais c'est également un militant politique, qui lorsqu'il arrive en Guyana, lorsqu'on lui bloque l'entrée en tant qu'historien, en tant que professeur, eh bien il dit, ben, qu'à cela ne tienne, on peut faire des cours dans la rue, on peut faire des cours dans les gymnases, on peut réunir des gens, partout où on peut réunir des gens, on peut donner des cours. Et ça, c'est aussi l'enseignement dans la lignée de Marcus Garvey. C'est tout l'esprit du Hyde Park Speaking Corner. Donc, tout espace est un espace de formation et d'éducation. Après, l'enjeu, c'est effectivement d'avoir une certaine audace intellectuelle, un certain courage pour exposer publiquement ses positions. Alors, la lutte des classes, elle concerne réellement les sociétés africaines. Puisque le capitalisme n'a pu se construire que en paupérisant systématiquement les populations africaines et le néocolonialisme qui arrive au moment des indépendances, dont Rodney parle très bien dans How Europe Underdeveloped Africa, s'appuie sur le fait qu'au moment des indépendances, les colons vont mettre en place ce qu'on appelle une bourgeoisie comprador, c'est-à-dire une élite politique africaine qui n'a aucun capital économique et qui va donc construire son capital économique en asphyxiant les populations et en s'emparant, on va dire, de l'appareil de production national pour le privatiser. Et c'est ce dont nous subissons les effets 60 ans plus tard avec des pays qui sont totalement monarchisés, qui sont totalement privatisés et qui ont une logique de lutte des classes. Donc on ne peut pas penser la libération de l'Afrique, la question du panafricanisme, sans penser la question de la lutte des classes. Et la particularité de Rodney, c'est que certes, il a étudié Marx, il a étudié Lénine, Trotsky, etc., toutes les révolutions, Cromwell, etc., mais lui s'est formé dans la Tanzanie de Julius Nyerere, qui expliquait que la lutte des classes passe aussi par la lutte des classes silencieuses, la révolution silencieuse. Et la position de Nyerere sur la question de la lutte des classes n'est pas une position marxiste, mais une position communaliste, à savoir que les sociétés africaines avaient déjà une approche, on va dire, communaliste, ou entre guillemets socialiste, avant même l'apparition, entre guillemets, du socialisme.
Et que donc, on a des outils endogènes pour repenser ce qu'on appelait à l'époque le débat sur le mode de développement asiatique. C'est-à-dire cette idée que le passage par le capitalisme était nécessairement obligatoire pour arriver à une société socialiste. Donc tous ces débats-là se faisaient à l'époque autour notamment du concept de développement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, je continue. C'est un livre très technique, oui. Alors, non. Alors, donc, l'intérêt aussi Alors, est-ce que ça a été difficile d'avoir accès aux archives de Guyana? Oui et non. En fait, quand je suis arrivé en Guyana, bon, j'ai été contrôlé, c'était très compliqué, très compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc, à un moment, je suis sorti de la Guyana pour revenir par un autre endroit, pour ne plus être contrôlé, pour avoir un titre de séjour plus long. Et quand j'ai été aux archives, déjà, on m'a mis dans une situation où les gens pensaient que ça allait me décourager, mais en fait, j'ai fait le boulot, on va dire. Ce qui n'est pas évident parce que les archives sont dans un état qui est assez compliqué. La Guyana, en plus, c'est un pays qui est très tropical, donc c'est pas forcément bien conservé, mais j'ai réussi à avoir accès aux archives principales. Pour les archives judiciaires, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que c'est dû au fait que ces ouvrages sont en anglais ou pas? Oui, c'est en partie dû au fait qu'il y a il y a un blocage autour de la pensée qui est produite en dehors du cadre francophone, notamment sur les questions panafricaines. Et c'est également lié au fait que Rodney, n'a pas non plus, je dirais, forcément travaillé sur les territoires qui sont liés, on va dire, au colonialisme français de manière classique. Mais quand on lit, enfin, quand on dépouille ces archives, il était en lien avec pas mal de Guadeloupéens et de Martiniquais. Est-ce que le marxisme est adapté à nos sociétés? J'ai répondu tout à l'heure en expliquant que c'était pas du marxisme, c'est-à-dire que c'est pas parce que on parle de la lutte des classes qu'on est forcément dans une position marxiste. La position de Rodney, c'était d'expliquer que la question, on va dire, de la lutte des classes se pose à une échelle internationale et que donc il faut internationaliser cette problématique de la lutte des classes, mais non pas en prenant, on va dire, le copier-coller venu des pays de l'Est, mais en partant, on va dire, de notre propre expérience, donc de notre propre situation, qui fait que même les classes dominantes africaines constituent des classes dominées à l'échelle internationale. Et donc, lorsqu'il faut se poser la question de la lutte des classes, il faut aborder la question du sous-prolétariat, tel que Fanon l'avait abordé, sans forcément être dans une analyse marxiste. Ensuite, il y a également la question de la redistribution des richesses et du fait qu'une politique, par exemple, dite socialiste, telle qu'une politique de nationalisation, n'est pas forcément une politique qui va dans le sens du peuple. C'est-à-dire qu'on peut nationaliser des biens, nationaliser quelque chose d'un point de vue économique, mais le nationaliser uniquement pour qu'il n'appartienne qu'à l'appareil politique d'État et donc à la bourgeoisie comprador. Et donc ça montre en fait en quoi ces notions de capitalisme, de socialisme, de marxisme sont à géométrie variable et dépendent encore une fois du contexte à partir desquels on les pense. En Guyana, il y avait même donc une forte division entre Africains et Indiens. Tout à fait, la Guyana est majoritairement peuplée d'Indiens d'Inde. Donc c'est quelque chose qui surprend quand on arrive parce qu'on est en Amérique du Sud, on est donc dans l'espace caribéen, culturellement parlant, mais en même temps amazonien, et la majorité des habitants sont originaires du sous-continent indien. Et donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et donc la démarche panafricaine de Rodney avait un avenir, oui, parce qu'elle s'inscrivait dans une dimension pan-caribéenne, et donc de connecter la Guyane avec les autres territoires de la Caraïbe, et surtout évidemment de soutenir les mouvements de libération et les mouvements indépendantistes guyanais, martiniquais et guadeloupéens. Je pense que c'est un élément qui est très important. Quand j'explique qu'il y a beaucoup de Martiniquais et de Guadeloupéens dans les archives privées de Rodney qui ont écrit à Rodney en lui demandant des conseils, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Quand Rodney explique qu'il faut penser la question de la prise du pouvoir et qu'il étudie l'histoire des révolutions, je pense que ça veut dire aussi beaucoup de choses par rapport au contexte de l'époque. Donc il ne s'agissait pas de penser uniquement la libération de la Guyana, mais de l'inscrire dans un cadre plus global qui était en lien aussi avec d'autres territoires. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un navire? C'est très compliqué parce que
la Guyana a avancé et les problématiques sont, on va dire, différentes. Est-ce qu'il a un référent religieux sur l'univers du Rastafari? C'est un référent historique. C'est-à-dire que c'est lui qui a revalorisé le premier, le Rastafari, en montrant que ça pouvait être une source de connaissances et de savoir, y compris pour des gens qui se présentent comme étant des intellectuels diplômés. Donc, pour les Rastas, Walter Rodney, il est dans la trilogie ou dans le quadrilatère, on va dire, avec Bob Marley et Marcus Garvey. D'ailleurs, il y a un bouquin très intéressant qui s'intitule donc de Marcus Garvey à Walter Rodney et qui montre aussi les connexions à cette époque-là entre Bob Marley et Walter Rodney. En tant que chercheur, l'accès aux archives est ouvert. Alors oui, mais il y a archives et archives. Vraiment, c'est vraiment des archives très compliquées. Rodney a été assassiné. On travaille sur quelqu'un qui a été assassiné dans quelque chose qui lie, on va dire, plusieurs gouvernements, où on a aussi pas mal de gens impliqués. C'est assez compliqué, je dirais, de démêler les choses. Alors, depuis, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place. Bon, tout le monde sait depuis le départ qui est l'assassin, qui est le commanditaire. Mais un peu comme dans le cas de Thomas Sankara, on est confronté, je dirais, à la nécessité d'établir les choses sur des faits, sur des preuves. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on produit des thèses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce travail de recherche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le soumet ensuite au grand public. Donc, en tout cas, moi, je remercie encore une fois les éditions Présence africaine qui ont bien voulu accepter de publier cet ouvrage. Ça n'a pas été évident. Je ne vais pas rentrer dans toute la dynamique de production, de fabrication du livre, mais ça n'a pas été évident. Et je pense que pour moi, c'était essentiel que Walter Rodney soit dans une maison d'édition où on retrouve Kwame Nkrumah, où on retrouve Cheikh Anta Diop, où on retrouve des figures avec lesquelles il a vraiment une familiarité idéologique et politique très forte. Voilà. Alors, je crois qu'on arrive à peu près à la fin du live, qui était mon premier live sur Instagram. Donc, je remercie aussi Présence africaine pour m'avoir initié à ce live-là. Je remercie mon camarade Denis qui est ici présent pour l'accueil. Et je vous remercie tous également pour votre présence. Voilà. Alors, je peux te laisser couper parce que je ne sais pas après comment on coupe pour ne pas perdre la vidéo.